Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit que vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes venus décrypter la situation politique du pays. J'ai été contacté par plusieurs personnes, ceux qui veulent suivre Joseph Bayoko Lokondo, savoir ses points de vue par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo en général et dans la province de l'Équateur en particulier. Et la population, ceux qui nous aiment, ceux qui aiment nos analyses, m'avaient contacté pour me demander pourquoi ne pas commencer à nous entretenir sur des questions qui fâchent, sur des questions nationales, régionales, internationales et provinciales, parce que nous avons besoin d'avoir vos points de vue. C'est pourquoi j'avais contacté les amis de notre média, EquateurNews.cd et Equateur News TV pour me donner de l'espace afin de commencer chaque semaine. On va voir avec les équipes si c'est 2 fois par semaine, si c'est chaque jour, si c'est 1 fois par semaine. Ça dépendra également de mon agenda pour commencer à décrypter la situation du pays et vous donner mon point de vue, analyser, donner des dessous de cartes et ça dépendra de l'évolution des choses. Merci à l'équipe d'Equateur News TV. Merci à nos partenaires, merci à vous tous, merci à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous aiment. Et voilà, la seule chose que je peux vous demander, c'est de vous abonner massivement sur la chaîne Equateur News TV. C'est ici que vous allez commencer à me suivre chaque semaine, voire chaque jour. Aujourd'hui, nous allons analyser 3 points importants. Le premier, c'est l'évolution sécuritaire, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, en général, et la partie Est en particulier. Deuxième point, sortie médiatique de JKK, Joseph Kabila Kabange. Les gens disent que Baba Lobby, Université Akara et Koufi, et nous avons intérêt d'analyser avec vous comme leader d'opinion. Et nous allons parler de la rencontre entre les chefs de l'État et les membres de l'Union sacrée de la nation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites lors de cette rencontre. Les chefs de l'État ont dénoncé le silence de certains dignitaires de l'Union sacrée. Les chefs de l'État ont loué les bravoures de certains ministres. Et les chefs de l'État nous ont appelés à l'unité et à la vigilance. Et nous allons analyser. Et il y a les informations phares comme la sortie imminente du gouvernement de l'Union nationale. Merci. La situation du pays, même si nous a été interdit par les CESAC de parler que Goma est tombé, Bukavu est tombé et tout, nous ne sommes quand même pas des naïfs, quand bien même que cette situation nous préoccupe à plus haut niveau, mais nous avons également besoin de l'information. Nous devons parler avec la population. Nous qui sommes les leaders d'opinion, la population nous pose la question. Nous suivons la RTNC, nous suivons les médias du pays et les journalistes restent évasifs sur la situation du pays. Qu'en est-il exactement? Et nous avons intérêt de le dire. Mais ici, avant de commencer cette situation, avant de commenter la situation, je voulais fixer l'opinion. Parce que le chef de l'État a dénoncé le silence. Parmi les gens qui seraient visés par ces silences, il figurait Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe et tant d'autres acteurs politiques qui sont là pour peut-être attendre, enlever la pagne Fatih Béton pour porter la pagne Nanga, comme ils avaient enlevé la pagne JKK pour porter la pagne Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi qui vous parle, j'ai postulé aux élections du 20 décembre 2023. J'étais candidat député national et provincial sur la liste de la FUDC et allié. La FUDC de Modeste Bahati Lukwebo. Le silence de Modeste Bahati Lukwebo ne concerne pas Joseph Bayoko Lokondo. Joseph Bayoko Lokondo a organisé une manifestation de soutien aux FRDC ici à Mbandaka. Même si cette manifestation a été stoppée par M. Bobo que nous avons taxé d'être complice avec les rebelles. Parce que ça ne se comprend pas
que celui qui se considère gouverneur de province, qui n'a rien organisé comme action pour soutenir nos FRDC et nos compatriotes qui sont massacrés à l'est du pays, interdire une action des jeunes qui s'étaient réunis pour exprimer leur solidarité à nos compatriotes de l'Est. Mais nous avons quand même organisé cette manifestation. Le silence de Bati Lukwebo ne concerne pas Thérèse. Bon, moi, j'ai postulé ma dynamique, la dynamique Joseph Bayoko Lokondo avait adhéré à l'AFDC et allié qui est un regroupement politique pour des raisons électorales. Mais il y a quand même d'autres membres actifs de l'AFDC que nous avons vu organiser des actions, comme la députée nationale Élie de Bikoro, Madame Thérèse, qui a organisé une action pour soutenir les FRDC chez lui. Et ici, je rappelle également que le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, est en train aussi de faire quelque chose par rapport à cette situation. Si l'honorable Bahati Lukwebo, qui est membre de l'Union sacrée, qui est l'autorité morale, entre guillemets, du parti politique AFDC et du regroupement politique AFDC, a resté silencieux, lui-même connaît les motivations. Ça ne concerne pas Joseph Bayoko Lokondo, ça ne concerne pas Thérèse, ça ne concerne pas Marc Ekila, ça ne concerne pas d'autres. Moi, je me suis exprimé parce que moi, je ne suis pas conseillé dans ces silences. S'il joue ses cartes, ce sont ses cartes propres à lui. Et moi, comme activiste politique, comme défenseur des droits de l'homme, mais qui avait postulé sur la liste de l'AFDCA, je vais fixer l'opinion que le silence de l'autorité morale de l'AFDC et de l'AFDCA ne me concerne pas. Et voilà, c'était une précision en détail, parce que le pays est agressé et nous devons exprimer notre solidarité à ceux qui souffrent. Nous devons condamner la guerre, nous devons condamner l'agression, et voilà. La situation est comment? Aujourd'hui, il y a eu des combats et la ville d'Uvira serait déserte. Comme c'était le cas à Bukavu, les ennemis arrivent, la FRDC recule, les ennemis arrivent, la FRDC recule. Et nous avons vu comment les M23 a recruté plus de 2000 policiers et soldats pour aller les recycler. Ça prouve qu'il y a des failles. Même si dans le message du chef de l'État, il a promis que nous allons reprendre tous ces territoires qui sont tombés entre les mains de l'ennemi. Nous les croyons, mais nous ne voulons pas rester dans la politique des bonnes intentions. Nous ne voulons pas rester dans la politique des promesses. Nous en avons marre. Quand le chef de l'État a pris la parole, après l'occupation de la ville de Goma, nous on croyait que dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, on allait vivre cette riposte vigoureuse. Et ça tarde à venir. Les chefs de l'État aujourd'hui, Uvira, c'est en face de Kalemi. Il y a seulement les lacs qui séparent la ville d'Uvira et Kalemi. Vous devez prendre des mesures. Et comme je l'ai toujours dit, soutenir nos dirigeants ne fait pas de nous des naïfs. Nous devons soutenir nos dirigeants qui conduisent la guerre, soit de l'agression, ça dépend du terme. Mais nous devons rester trop exigeants parce que cette agression, cette guerre est gérée avec beaucoup de légèreté, voire des compétences, de la complicité. Nous avions dénoncé à l'époque manque de renforts, manque de ravitaillement, manque de quoi. Et aujourd'hui, vous nous donnez raison. J'avais monté au créneau à l'époque et j'avais proposé un certain nombre de mesures à prendre. Je me réjouis parce que quand le chef de l'État a pris la parole, il est revenu sur ce que je disais. La réduction des trains de vie des institutions. Mais ça tarde à se concrétiser. Mais c'était quand même une bonne intention. J'avais demandé
que les ministres puissent, les ministres, les députés, les sénateurs, les députés nationaux et provinciaux, les gouverneurs et tout, puissent renoncer à leur salaire. Mais nous avions quand même vu 5 ministres. Les ministres Constant Moutamba, les ministres Guy Luando, les ministres de la jeunesse, les ministres des affaires étrangères et autres, renoncer à leur traitement, renoncer à leur salaire. C'est un pas. J'avais demandé qu'on puisse améliorer les traitements de nos militaires. Et quand j'ai lu les différents, comme te l'ont dit, des conseils des ministres, les chefs de l'État, le gouvernement revient sur ça. La situation du pays, les rebelles contrôlent la quasi-totalité des Nord Kivu. Quand je parle de la quasi-totalité, parce qu'il y a quand même des bastions comme Butembo, comme Beni, qui sont encore entre les mains de nos forces. Mais je ne veux pas qu'ils soient dans une forme d'étau. Parce que les rebelles semblent les encercler. La ville de Sud Kivu est contrôlée presque à sa totalité par les rebelles. Mais il y a des bastions qui restent. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'on ne puisse pas attendre que les rebelles arrivent vers Bujimaï pour commencer la riposte. Qu'on n'attende pas que les rebelles arrivent à Mbandaka pour commencer la riposte. Voilà la situation du pays. La situation sécuritaire, elle est vraiment préoccupante. Nous saluons ici les bravoures de nos forces et armées, mais les rebelles continuent d'avancer. Et nous voulons que le gouvernement s'organise pour nous proposer la riposte tant promise. Je viens sur la sortie médiatique de Joseph Kabila. Bon, vous pouvez analyser comme vous voulez, mais ici, moi, je veux qu'on analyse les choses à haute voix. Parce que c'était votre demande et je viendrai ici à chaque fois que l'actualité oblige pour analyser à haute voix. Moi, je ne viens pas ici faire le fanatisme. Je ne viens pas ici faire les discours politiquement corrects. Je ne viens pas ici pour plaire les gens. Mais nous devons nous poser la question sur les timings. Parce que nous avons vu les gens dire que non, c'est un idiot, c'est un machin, permettez-moi l'expression, mais c'est ce qui a été raconté, c'est ce qui a été dit. Mieux vaut son silence que sa sortie médiatique, il est allé à côté et tout. Parce qu'il y a un discours aujourd'hui que les gens aiment entendre. Mais il faut avoir les yeux politiques pour analyser les discours de Joseph Kabila et savoir les dessous des cartes. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce timing? Pourquoi Kabila a voulu intervenir? Est-ce que vous pensez que Kabila n'avait pas de bons conseillers? Moi, je vous dis, nous avions combattu Kabila. Moi, j'ai fait la prison plusieurs fois sous Kabila. Mais nous pouvons reconnaître une chose. Kabila était entouré. Et Kabila continue d'être entouré par des éminents professeurs. Par des gens qui réfléchissent. Par des intellectuels. Qui prennent leur temps pour réfléchir. Vous pensez que tous ces éminents professeurs qui réfléchissent à côté de Kabila pouvaient laisser Kabila faire une sortie médiatique ratée? Non. Kabila a plutôt parlé des choses qui n'ont pas arrangé un certain nombre de Congolais. Là, nous devons reconnaître. Mais il y a des choses importantes à retenir dans la sortie médiatique de Joseph Kabila. Les timings. Pourquoi les timings? Il y a un certain nombre de choses que Kabila... Je vais revenir sur les timings parce qu'il y a un certain nombre de choses que Kabila a dites. Et il faut savoir que pourquoi il a dit ça. Je prends un exemple, je prends des grandes lignes. Kabila dit, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite ni aux élections, ni aux actions inconsidérées du M23 présenté à tort comme un groupe anarchiste et une marionnette d'un État étranger. Ici, il parle du Rwanda, sans revendication légitime ni au désaccord entre la RDC et le Rwanda. J'avance. Kabila dit encore,
Les élections truquées de décembre 2023 ont violé les cadres juridiques et les normes internationales pertinentes, amplifiant ainsi l'illégitimité du dirigeant, réduisant artificiellement le poids de l'opposition politique et faisant du chef de l'État le maître absolu du pays. Il revient encore pour dire, au niveau national, la principale cause de cette crise est la volonté manifeste du leadership actuel de briser les pactes républicains. Ce pacte, issu du dialogue inter-congolais de Sun City, a abouti à une constitution adoptée par les référendums populaires en 2006. Il revient pour dire encore, je crois, ce sont les interventions de Kabila. Il dit également que la crise n'a pas commencé aujourd'hui. La crise n'a pas commencé par le contrôle de Bunagana. La crise n'a pas commencé par l'occupation de Goma. La crise a commencé par la rupture FCC-Cash. C'est ce qui a été. Nous avons discuté de ça. Nous avons dit dans les différentes émissions. Divorce FCC-Cash est à la base de cette crise. Maintenant, on peut se poser la question. Est-ce que Kabila est venu légitimer les allégations de Félix Tshisekedi sur son parrainage à l'Alliance du fleuve Congo et M23, entre guillemets? Moi, je ne vais pas ici répondre à cette question. Je ne vais pas ici faire des affirmations gratuites. Mais moi, je vais analyser les timings. Parce que la République démocratique du Congo s'attend à gagner la guerre, que c'est le front diplomatique. Pendant qu'il y a d'autres fronts, le front armé qui est là, le front communicationnel, ainsi de suite. Bien sûr, nous voyons les gouvernements dire qu'il ne faut pas répandre les poisons rwandais, ainsi de suite. Et non, ça c'est les poisons rwandais. Mais nous devons nous organiser également. Nous avons des gens qui savent écrire. Nous avons des gens qui connaissent l'intelligence artificielle. Nous avons des gens qui peuvent s'organiser. Mais pourquoi continuer à dénoncer, oh non, ça c'est les poisons rwandais, ainsi de suite. Qu'est-ce que la RDC manque de tête? Manque de jeunes, manque des intellectuels, manque de communicateurs pour organiser une communication de guerre. S'il faut aussi aller dans ces fronts médiatiques et faire comme les Rwandais, qu'on ne reste pas là, attendre que Dieu d'Israël, comme nous voyons les églises par-ci par-là organiser des prières, des cultes. Non, on ne va pas gagner la guerre par des prières. Les dieux d'Israël, que vous prenez les drapeaux d'Israël, je vois les drapeaux d'Israël presque dans toutes les églises de Kinshasa, mais l'Israël combat au front. L'Israël a plus de 5 fronts armés. L'Israël a des patriotes, des antimissiles. L'Israël a des armes, l'Israël a des avions de chasse, l'Israël a des militaires qui sont à Gaza, qui sont en Cisjordanie, qui sont au Liban, qui sont ailleurs, qui combattent. Ce n'est pas les dieux d'Israël qui viendra combattre à notre place. Non, nous devons nous organiser. Nous sommes un grand pays. La RDC est grande. Elle exige de nous la grandeur sur tous les plans. Ce ne sont pas des prières, bien sûr. On n'interdit pas aux gens de prier. Mais que ces prières ne puissent pas nous faire endormir. Parce que les pasteurs de Kinshasa veulent nous endormir. Nous devons nous organiser. Le timing, c'était qu'une parenthèse, le timing, parce que Kabila voit la RDC évoluer sur le plan diplomatique. Même dans notre communication, soit c'est Kabila qui est derrière les M23, soit ce sont des panthères rwandais, soit c'est les Rwandais qui nous agressent, soit c'est une rébellion, une opposition, armée, et on ne sait pas situer. On veut qu'on communique sur quoi? Nous qui communiquons pour les pays. Des fois, on nous présente comme des panthères rwandais, on nous présente comme des marionnettes, on nous présente les M23 et l'Alliance du fleuve Congo comme des marionnettes, comme Kabila déguisé, comme Kagame déguisé, et tout. Mais la RDC évolue sur le plan diplomatique. Kabila pèse aujourd'hui parmi les politiciens qui sont en action, qui sont en activité. Nous ne pouvons pas méconnaître la place de Kabila, l'expérience de Kabila. C'est quelqu'un qui a géré ce pays pendant 18 années. Et en RDC, si nous enlevons peut-être d'autres politiciens qui sont en retraite comme Kengo, Wadondo et les autres, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il maîtrise ce pays comme Kabila. Depuis la rébellion
jusqu'au gouvernement, jusqu'à la tête du pays pendant 18 années. Et Kabila a un certain aura. Son aura, c'est à quel niveau? Comme un ancien chef d'État qui a organisé une passation pacifique du pouvoir pour la première fois. Il a gardé cette aura. Maintenant, quand il fait une sortie médiatique pour parler de ce qu'il a parlé là, ça prouve que ça va désorienter l'opinion sur le plan international. Maintenant, les gens diront que non, les M23, c'est un groupe congolais qui a des problèmes à régler au niveau du pays et nous devons aller au dialogue. Il ne faut pas considérer Kabila d'un idiot parce qu'il a dit les M23 que vous présentez à tort comme un groupe anarchiste, comme un pantin. C'est une manière de légitimer les M23. Montrer à la face du monde. Parce que Kabila, c'est un ancien chef d'État. Ses dires sont considérés à travers le monde. C'est quelqu'un qui a géré le pays pendant 18 années, qui parle. Et la communauté internationale que vous attendez gagner la guerre va analyser les propos de Kabila. Il va dire, c'est un ancien chef de l'État qui parle, il connaît ces pays, il connaît des problèmes profonds. Il faut des solutions profondes entre les Congolais. Et ça va reculer la RDC. On ne peut pas se réjouir des condamnations. On ne peut pas se réjouir des résolutions de l'ONU. On ne peut pas se réjouir des tweets de Macron. On ne peut pas se réjouir des communications de Macron avec les chefs de l'État. Parce que nous avons vu ici Macron tweeter que je demande aux M23 de se retirer de Bukavu. J'ai parlé avec le président Tshisekedi et j'ai demandé au président rwandais de pouvoir veiller pour que cela aboutisse. Mais le lendemain, les M23 qui étaient à l'aéroport a pris Bukavu. Qu'est-ce que les propos de Macron que nous avions jubilé ici avaient fait pour la ville de Bukavu? Mais il ne faut pas nous fier au nom de la communauté internationale. Aujourd'hui, je vois les gens jubiler et voilà, l'Union européenne a rompu la coopération avec les Rwandais. Voilà. Qu'est-ce que ça a à voir avec les conflits armés sur terrain? Parce que les M23 avancent. Soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Vous ne connaissez pas. La diplomatie, c'est quoi? Allez voir votre dictionnaire. La diplomatie, c'est la duplicité. La diplomatie, c'est la ruse. Et la duplicité, c'est quoi? C'est j'ai fait, j'ai dit ce que je ne fais pas. J'ai fait ce que je ne dis pas. Et c'est ça la diplomatie. C'est ça la duplicité. C'est ça la ruse. Comment un grand pays comme la RDC peut attendre de gagner la guerre sur le plan diplomatique? Quelle est cette résolution de l'ONU? Quelles sont ces sanctions qui ont réussi à taire les armes? Les exemples sont légion. Nous en avons vu avec la Russie et aujourd'hui, on cherche à négocier avec la Russie. On va passer des sanctions en sanctions, des condamnations en condamnations et les rebelles vont continuer à avancer et la RDC restera endormie en train d'attendre les sanctions, venir régler les problèmes. Communication du chef de l'État avec les membres de l'Union sacrée. Nous nous réjouissons parce que parmi mes propositions, j'avais demandé qu'on monte un gouvernement de l'Union nationale avec un nombre réduit de ministres. Et je crois que nous allons aller à ce niveau. Et nous avons besoin de plus ou moins 30 ministres, pas 60, parce qu'on n'a pas besoin d'un gouvernement budgétivore. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'un gouvernement budgétivore parce que nous avons besoin de moyens pour envoyer à nos troupes, pour améliorer le traitement de nos militaires, de notre armée qui semble être désarticulée, de notre armée qui semble être démotivée. Nous avons besoin de moyens. Le chef de l'État a parlé avec les membres de l'Union sacrée. Il nous a appelés tous à l'unité. Mais le petit constat, c'est quoi? Nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin que le Congo soit unis pour défendre notre pays. Les chefs de l'État ne devraient pas inviter que les membres de l'Union sacrée. Il allait au moins lancer l'invitation à tous les acteurs politiques, à tous les députés, à tous les acteurs politiques clés, au moins qui rejettent l'invitation. Mais sinon, ça prouve que même au moment de guerre, les chefs de l'État
ne sait qu'inviter les membres de sa famille politique. Ça prouve qu'il n'y a pas d'unité, même au sein de la classe politique. Ce n'est pas un bon message au moment des guerres. Mais quand même, il a dit échanger avec les membres de sa famille politique. Le chef de l'État a dénoncé le quasi-silence. Moi, j'ai parlé ici. Et je sais quand le chef de l'État parle, parce que nous avons vu les gens de l'IDPS et autres courants politiques s'acharner, ou soit dénoncer le silence des Camérés. Nous apprenons d'ailleurs qu'il y aurait une motion, il y aurait une pétition qui aurait récolté plus de 300 signatures pour destituer Caméré. Et quand on parle de ces quasi-silences, nous voyons Bathily Kobo. J'ai dit ici que Bayo Kolokondo n'est pas concerné dans ça. Bathily Kobo a ses ambitions politiques, a ses convictions politiques, a ses intérêts à lui. Mais ici, nous parlons de l'intérêt du pays. Il a dénoncé cela. Et j'ai aimé, parce que le chef de l'État a salué les bravoures de certains ministres nationaux. Le ministre Jean-Pierre Bemba, le ministre Guy Luandomboyo et le ministre Liaou. Et ils sont tous des Équatoriens. C'est ici l'occasion pour dire que les Équatoriens, pauvres chefs de l'État, que nous sommes un peuple brave, qui ne cède pas aux intimidations, qui ne cède pas à la guerre. Et c'était une erreur pour les chefs de l'État de prendre Jean-Pierre Bemba, le maître au ministère des Transports, pendant qu'il était au ministère de la Défense. Et sans doute, nous voulons voir Jean-Pierre Bemba, qui est salué par les chefs de l'État. Nous voulons voir Jean-Pierre Liaou. Nous voulons voir Guy Luandomboyo occuper des postes stratégiques au gouvernement de l'Union nationale qui sort d'ici là. Ça prouve que le peuple de l'Équateur est un peuple résilient, est un peuple courageux. Et si aujourd'hui, nous voyons les jeunes s'enrôler massivement dans l'armée et que personne nous mente, les soldats qui viennent de l'Équateur sont des guerriers. Chaque espace linguistique a sa spécialité. Pour l'Équateur, c'est la guerre. C'est un peuple qui a toujours été debout. Donc, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère de l'Agriculture, et d'autres ministères doivent revenir à l'Équateur. Le ministère de la Justice, d'autres ministères doivent aller au Kasaï. Le ministère des Finances doivent aller à l'espace au Grand Bandundu. Le ministère des Mines, et c'est comme ça. C'est cette ossature, les choses doivent se faire comme ça. Parce que chaque espace linguistique a ses spécialités. Et l'Équateur, c'est un peuple debout. Et je crois, le message du chef de l'État aux membres de l'Union sacrée l'ont approuvé, Ça prouve que les 3 ministres cités sont de l'espace du Grand Équateur. Et j'attends voir ces ministres dans les postes clés pour continuer d'accompagner les chefs de l'État pendant cette période de crise. Et je vais lancer un message. Ici, j'étais en train de parler des dessous des cartes sur l'intervention de Kabila. Cette intervention est tombée à point nommé. Kabila n'est pas fou. Il sait de quoi il s'agit. Il sait ce qu'il fait. C'est pourquoi il a décidé de s'exprimer maintenant. C'est pour désorienter l'opinion internationale. C'est pour atténuer les condamnations, les sanctions et l'appréhension, la considération qu'avait l'Alliance des fleuves Congo et M23 avant. Et aujourd'hui, quand Kabila a dit « Je ne vois pas l'importance pour l'armée sud-africaine de combattre l'Alliance du fleuve Congo et les M23. Avez-vous pas appris que l'armée de la SADC est en train de quitter Goma?
Mais nous devons analyser comme des intellectuels. Parce que les propos de Kabila pèsent. Kabila veut maintenant retourner la tendance sur le plan diplomatique, sur le plan international. Parce qu'il a légitimé les revendications de l'M23. Parce qu'il a parlé que c'est un groupe congolais. C'est un problème congolais qui doit avoir des solutions congolaises. Et là, ça renforce la position de l'EAC et de la SADC sur les dialogues. Il faut dialoguer. Nous devons dialoguer. Nous ne pouvons pas continuer à attendre une solution diplomatique à la guerre. Soit on déclare la guerre, soit on nous propose cette riposte vigoureuse, rigoureuse, soit on dialogue. Sinon, on ne sait pas ce que nous faisons exactement. La sortie de Kabila, et je vous assure, retenez ça aujourd'hui, est venue pour la diversion. Et ça va jouer un rôle important par rapport aux dénonciations du chef de l'État. Moi, je crois qu'on va voir des retombées dans la sortie du gouvernement. Et aujourd'hui, comme la population a toujours dit, pendant qu'on partageait les gâteaux, on parlait des poids politiques. Moi, j'ai autant de députés, je veux tel poste. Moi, j'ai autant de députés, je veux tel mandataire. Moi, j'ai autant de députés et sénateurs. Vous ne m'avez pas donné ça et je menace. Mais on n'a pas vu ça pendant la guerre. Moi, je pensais comme toute la population l'a dit d'ailleurs. On voulait voir ces acteurs politiques dire que moi, j'avais autant de ministères, j'ai envoyé autant de jeunes s'enrôler dans notre armée. Moi, j'ai autant de ministères, mon enfant est allé combattre au front. Non, ils sont restés silencieux. Et je crois que c'est ça la lecture. Ils doivent observer ces silences assourdissants pour permettre à les chefs de l'État de ne pas avoir les mains liées. Parce qu'il n'a pas les mains liées, le pays est en guerre, il doit prendre des mesures. S'il faut même suspendre l'Assemblée nationale, il peut le faire. S'il faut même suspendre le Sénat, parce que ce sont des institutions inutiles et budgétivores. S'il faut même suspendre les assemblées provinciales improductives, il faut les faire, prendre tout l'argent affecté au front. Et ici, je rappelle que le président peut aussi. J'ai appris qu'il y aurait une mesure dans ce sens. Le président doit généraliser l'état de siège et nommer des gouverneurs militaires avec des gouvernements provinciaux limités, des gouvernements provinciaux des missions. Ça va résoudre beaucoup de problèmes ici, des spoliations, des comme ici à l'Équateur, beaucoup de problèmes de mégestion, de détournement et tout. Et être rigoureux. Par rapport à la sortie du gouvernement, le président doit corriger les erreurs du passé. Quelles sont ces erreurs du passé? Le président avait tendance au début d'oublier ceux qui se sont battus pour l'alternance politique en République démocratique du Congo. Quels sont ces gens? Ce sont les défenseurs des droits de l'homme qui le sont. Les jeunes. Aujourd'hui, le président dit que la jeunesse doit se mobiliser. Mais le ministre ou la ministre de la jeunesse que nous avons n'est pas issu de la lutte. Nous, on pensait même qu'à défaut de nous donner 2 ministères, le président allait laisser ces ministères de la jeunesse pour les mouvements citoyens. Nous avons fait des prisons. Nous avons été tabassés sous régime Kabila. Nous avons été humiliés. Nous avons perdu des amis comme des Ressimou Kendi, comme des Likenkulula, comme tant d'autres amis. Moi personnellement, j'ai fait la prison plusieurs fois pour réclamer l'organisation des élections qui ont amené le président Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais une fois au pouvoir, le président était berné par des politiciens traditionnels. Le président était
plongé dans ces relations de l'Europe, Zicano, ses amis de l'Europe. Le président était emporté par des politiciens en oubliant les jeunes qui s'étaient levés pendant que l'opposition était amortie. Les jeunes qui s'étaient organisés et après est venu le comité de coordination CLC avec le mouvement citoyen pour arracher l'alternance politique que nous avons aujourd'hui. Je crois qu'il est grand temps pour le président de la République de pouvoir nommer des jeunes ici de la société civile plurielle, branche, mouvement citoyen. Parce que nous savons mobiliser. Plus que tout ce monde-là, nous avons un discours à proposer à nos pères, jeunes. Nous savons comment ça se passe. C'est pourquoi Kabila à l'époque ne comprenait pas l'adhésion populaire à la Ligue des mouvements citoyens, l'adhésion populaire aux actions que nous organisions. Au début, les gens ne pouvaient même pas. Nous avions bravé la peur. Nous avons bravé les bérets rouges à l'époque. Nous avions bravé l'ANER, qui était presque au service d'un individu avec Caleb Mouton et tant d'autres. Nous avons milité pour qu'aujourd'hui, nous ayons l'alternance que nous avons. L'alternance qui a amené le président Tshisekedi au pouvoir. Mais une fois au pouvoir, le président Tshisekedi a oublié tous les actifs, tous les défenseurs des droits de l'homme, tous les acteurs des mouvements citoyens. Mais il est grand temps, au nom de l'unité nationale, parce que le président a dit que les gouvernements de l'Union nationale, on a besoin de tout le monde, et surtout de la jeunesse. Parce que quand on veut mobiliser, on ne parle pas des vieux. On ne parle pas des moboutistes qui sont devenus kabylistes et aujourd'hui tshisekidistes. On parle des jeunes. Et ces jeunes, c'est nous, les jeunes des mouvements citoyens. Le président de la République. Je l'ai dit ici ouvertement. Je ne passe pas par les dos de la cuillère que la jeunesse doit être prise en compte. Que le ministère peut-être des droits, le ministère de la jeunesse, peut-être les ministères, les vice-ministères de l'Intérieur, des Finances, viennent des mouvements citoyens. Et cette jeunesse, engagée qu'elle est, va montrer un travail de qualité au chef de l'État. Voilà mon message au chef de l'État. Nous sommes très ouverts pour travailler au gouvernement de l'Union nationale. Et nous voulons que cette fois-ci, les chefs de l'État pensent aux jeunes des mouvements citoyens. Nous avons des choses à proposer. Et nous les proposons, mais nous pouvons les faire davantage. Mais nous avions comme impression que nous étions ignorés. Et nous avons appelé, nous avons suivi, que le chef de l'État a décidé enfin de mettre en place un gouvernement de l'Union nationale. Et ce gouvernement, comme proposition, je veux que nous ayons des trois jeunes ici des mouvements citoyens pour mobiliser la population, tous les chefs de l'État, pour mobiliser la population, les jeunes, à s'adhérer massivement dans notre armée et combattre avec patriotisme pour vaincre la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci, merci beaucoup à vous qui avez pris de votre temps pour nous suivre, vous qui êtes disséminés à travers le monde. Comme je vous ai informé au début de cette émission, qui m'a été demandée par ceux qui nous suivent, ceux qui nous aiment, que je puisse commencer à décrypter l'actualité du pays et vous fixer un rendez-vous 3 ou 4 fois par semaine. Je reviendrai ici si l'actualité l'impose pour venir vous donner mon point de vue, partager avec vous ce que je sais, ce que j'analyse par rapport à la situation du pays. Je vous demande une fois encore de partager cette émission, de vous abonner massivement à la chaîne Équateur News TV pour ne rien rater de nos analyses sur l'actualité du pays. C'était votre humble serviteur, Joseph Bayo Lokondo, depuis la province de l'Équateur, ville de Mbandaka. Ciao!